Camille, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Hey, merci, j'étais toute contente quand tu m'as écrit, je me sentais choyée, là. Et j'ai envie, si ça te tente, que tu te présentes un peu, parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît. Moi, je te connais depuis plusieurs années, depuis le tout début de ma fréquentation du salon Euphorique. Tu étais coiffeuse, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu ton parcours, tu sais, comme qu'est-ce qui t'a mené de là à aujourd'hui propriétaire d'un des plus gros, si c'est pas le plus gros salon à Sherbrooke, puis très renommé aussi. Tu as un podcast, Startup Podcast, qui fonctionne hyper bien aussi. Fait que j'aimerais ça comme que tu te présentes puis que tu expliques un peu ton parcours, tu sais, comment ça s'est passé, les étapes pour te rendre où t'es en ce moment, 7-8 ans plus tard. Parfait. Ben écoute, premièrement, c'est 15 ans plus tard. Donc, 15 ans, même 30 ans plus tard, là, je vais t'expliquer pourquoi après. Mais je vais faire ça rapidement parce que c'est une longue histoire quand même. Mais aujourd'hui, Euphorique, dans le fond, ce sont les 15 stylistes au salon. C'est une belle équipe de coloristes. On est vraiment spécialisé dans les techniques de coloration et dans la formation de relève en coiffure. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on se spécialise. Donc, de créer des chemins de carrière et d'évolution. Sinon, Startup, c'est tout nouveau. C'est une belle surprise dans ma vie. En fait, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat parce que suite à mon rachat d'entreprise, je trouvais tellement que j'avais pas de support puis que tout ce que je voyais en ligne, c'était comme grind, hustle, puis ça me rejoignait pas. Je trouvais pas que c'était ça que je vivais. C'est ça que j'avais envie de vivre, mais je savais pas que c'était pas ça la réalité, tu sais. Fait que c'est ça. Startup, c'est un balado. On a reçu tellement des belles personnes, là. On est vraiment privilégiés que les gens nous disent oui. C'est juste de demander, pour de vrai, n'importe qui veut se partir un podcast, demandez-le, les gens vont dire oui, puis après, ça fait boule de neige, là. Donc, c'est ça. Puis nous, on met en lumière des parcours. Startup, c'est startup avec un O, donc start to the top. Donc, le début du parcours de l'entrepreneur jusqu'à son ascension au top quand on le reçoit au podcast. Puis, comment ça a commencé? En fait, c'est que la coiffure, pour moi, c'est tout ce que je connais, puis c'est tout ce que je navigue depuis mes 3 ans, en fait. Parce que mes grands-parents, il y avait un distributeur de produits de coiffure. Donc, ouais. Ça fait que ça repart de la famille, là. Ah oui, là, ça part de vraiment loin, là. Fait que, tu sais, mes grands-parents, dans le fond, comment ça fonctionne en coiffure? Tu peux pas aller acheter tes produits n'importe où. Quand tu es coiffeur, il faut que tu ailles dans des distributeurs. Donc, c'est ce que mes grands-parents avaient comme commerce, qui était à côté de mon école primaire. Donc, moi, de maternelle à 6e année, à tous les soirs, après l'école, je me faisais garder dans la boutique. Donc, sniffer du shampoing, c'était comme ma vie, là. Là-dedans depuis toujours. Oui, depuis toute ma vie, là. J'avais 4 ans la première fois que j'ai dit à ma mère, quand je vais être grande, je vais être belle comme les madames du magasin. Je disais ça. J'ai trouvé belles les coiffeuses. Tu sais, je trouvais qu'ils rayonnaient, je trouvais qu'ils avaient l'air heureuses, ces femmes-là qui rentraient au magasin. Fait que ça m'a comme inspiré toute ma vie, en fait. J'ai jamais changé d'idée, j'ai jamais eu envie d'autre chose. Ça me suivi, écoute, jusqu'au secondaire. Puis même là, le service client, tu sais, le concept de profit, je me le suis fait expliquer à 8 ans pendant une vente de garage. Quand que mes grands-parents ont dû vendre l'entreprise, il fallait toutes liquider les bouteilles de shampoing. Fait que là, j'ai commencé à donner des conseils sur les shampoings. J'ai commencé à lire les étiquettes. Donc, tu sais, l'amour pour moi des produits professionnels est né vraiment jeune. Incroyable. Ça, c'est comme ma petite enfance. Après ça, au secondaire, j'ai eu mes premiers ciseaux à 10-12 ans ou 8 ans. Bref, j'ai eu des ciseaux bien de bonheur. Puis au secondaire, je me cachais pour couper les cheveux de mes collègues dans le vestiaire parce qu'au collège, j'avais pas le droit de couper des cheveux. C'était interdit. Attends, tu dis au collège, c'est-tu à Sherbrooke, ça? Oui, Collège Sacré-Cœur à Sherbrooke, qui n'existe plus. Là, ouais, mais... Feu Collège Sacré-Cœur. Oui, au Feu Collège. Fait que je me cachais un peu dans les vestiaires puis tout ça. Angèle, fallait pas qu'elle me trouve. J'allais voler le balai au concierge parce que j'avais été chez le directeur parce qu'il y a des parents qui auraient pu poursuivre l'école si j'avais scrappé un toupette. Incroyable. C'est tellement une bonne histoire. Vraiment. Puis là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment des horaires. Là. J'avais des noms des filles du collège dans mon agenda sur l'heure du midi. Fait que t'étais déjà coiffeuse. Ouais, là. Ouais. J'ai commencé après ça à 14 ans à travailler au Continental, au Carrefour de l'Estrie. OK. J'ai été porter mon CV 10 fois à 13 ans. C'est franchement, là, une petite fille de 13 ans qui voulait travailler là. Mais à un moment donné, je suis tombée sur la propriétaire puis elle m'a donné ma chance. Donc, j'ai travaillé là jusqu'à temps de terminer mon cours de coiffure.
Puis ensuite, c'est là que je suis arrivée chez Cardi Coiffure, sur Galt-Ouest, près de l'université. Puis c'est à ce moment-là que, ben là, j'ai vraiment bâti une clientèle. Là, et j'ai eu mon fils aussi, faut pas oublier. J'étais toute jeune, j'avais 19 ans, fait que j'ai eu un petit loup 6 mois après ma sortie de l'école de coiffure. Hey, je savais pas ça. Je sais que tu as un fils, mais je savais pas que tu l'avais eu jeune de même. Et oui, il s'en va au secondaire, il y a 12 ans. Incroyable. Ouais, fait que j'ai comme... puis c'est là un petit peu où est-ce que j'ai toujours voulu mon commerce, j'ai toujours aimé les produits capillaires, mais on dirait que c'est lui qui m'a donné plus d'ambition. On dirait que j'étais comme... Pourquoi? Ben, on dirait que, ben, tu sais, la maternité, ça nous fait toutes des choses différentes, mais moi, ça me fait sentir vraiment forte. Oui, Puis je comprends. c'est rare, là, tu sais, je veux pas invalider les sentiments de personnes sur tu sais, des fois, il y en a qui se sentent au contraire totalement démunis, mais moi, le fait d'accoucher naturel, le fait d'allaiter mon bébé, puis que j'étais capable d'être une mère, puis je sais pas, je connectais vraiment avec mon petit loup, puis on dirait que ça m'a donné vraiment ça m'a rendu powerful. Tu sais, je me suis séparée, ça l'a fait en sorte que je me suis construite toute seule comme femme, puis ça m'a fait du bien. J'ai passé la plupart de ma carrière célibataire, puis on dirait que c'était comme offrir une belle vie à mon fils, c'était vraiment important. Puis pour ça, ça me prendrait de l'ambition, tu sais. Fait que c'est là que je dirais que... Je relate beaucoup à ce que tu dis. On n'a pas la même histoire, mais je suis maman moi aussi, puis j'ai ressenti ça aussi depuis. En fait, j'ai jamais arrêté de le ressentir depuis que j'ai accouché la première fois. Ce sentiment-là que tu as dit est powerful. Oui! C'est comme si tout était possible. Là. Ben un peu, c'est comme, j'ai fait ça, le what's next, tu sais, c'est Exact. comme... Si j'étais capable de faire ça, sky's the limit, là. Ben, c'est un peu comme ça que moi, je me sentais, tu sais, puis je fais toujours attention quand je le nomme parce que je sais que c'est tellement pas tout le monde qui se sent comme ça. Mais moi, je me souviens de ton histoire d'accouchement aussi chez vous, puis tout, tu sais, c'est quand même, tu sais, accoucher un enfant, là, c'est un beau moment, mais c'est difficile, là. Mais c'est quand même un beau moment, tu sais. Il y a quelque chose dans nous qu'on découvre à chaque fois, j'imagine. Moi, je l'ai vécu juste une fois, par contre, tu sais. Oui, ben l'accouchement auquel tu fais référence, c'est ma fille, c'est mon deuxième bébé, puis c'était pas prévu que ce soit à la maison. Je vais quand même le nommer parce que c'est pas un accouchement dans un bain avec une sage-femme, là. Non, un accouchement d'une croquette qui veut arriver trop vite. Mais même si ça a quand même été mon plus éprouvant parce que ça s'est pas passé comme j'aurais pensé, puis que c'est très épeurant quand ça se passe vite, puis pas comme tu voulais, un peu pas comme tu t'attendais, mais ça m'a obligée à accoucher naturel, juste accompagnée de mon chum. Puis le niveau de sensation d'être powerful, là, vraiment, là, c'était dans le plafond après ça. Là. Ah, c'est sûr. Je me disais, sûr. hey, là, je suis faite pour accoucher. Je suis une femme des bois, là. C'est sûr que c'est pour accoucher dans la nature, moi, là. C'est 100% sûr. Mais je te comprends vraiment. Puis je trouve ça beau que tu dises, en plus, ça t'a comme rendu plus ambitieuse parce que c'est vrai que puis toutes les expériences sont uniques puis sont valides, tu l'as bien dit, mais tu sais, c'est vrai que souvent, la maternité, ça peut faire l'inverse, au moins pendant un moment, tu sais, donner le goût d'être en mode cocooning parce que, justement, tu veux focusser sur les enfants, mais de par ta situation, tu étais, dans le fond, toute seule ou en tout cas, partiellement toute seule avec ton fils. Clairement, ça reposait sur toi, cette responsabilité-là de faire une belle vie pour lui puis pour toi, tu sais. Fait que je trouve ça cool que ça t'ait comme motivé le côté ambitieux. J'aime ça, entendre ça. Ben vraiment, puis tu sais, mais c'était pas un sentiment de peur ou quoi que ce soit, c'était juste comme, OK, je l'ai créé, mais là, il faut que je crée un monde pour qu'il soit bien, tu sais, comment tu peux faire du beau autour de toi pour que tes enfants grandissent dans un beau monde. On dirait que là, c'est full utopique, là, ce que je dis là, c'est pas ça qu'on vit pas tout au quotidien, mais c'est un peu comme ça que je me sentais à ce moment-là quand il était tout petit, puis que je m'imaginais sa vie comme aujourd'hui, en fait, là. Fait que c'est ça. Après ça, je suis revenue tranquillement pas vite derrière ma chaise, puis je me suis bâti une grosse clientèle. Et quand je suis revenue de mon congé de maternité, comme je dis, j'avais un gros sentiment d'ambition en moi. Fait que j'ai demandé d'acheter des parts. J'ai dit, j'ai besoin d'acheter des parts dans l'entreprise, sinon je quitte. Ça, c'était chez Cardi Coiffure. Oui, exactement. Donc là, j'ai signé un contrat qui était une promesse d'achat-vente. Mais moi, je connaissais pas ça du tout. J'ai emprunté des sous pour acheter des parts là-bas, mais c'était pas des vraies parts. C'était une promesse achat-vente et j'ai quitté avant la fin du contrat. Ça s'est pas très bien terminé, mais ça a fait en sorte que je suis arrivée chez Euphorique.
La vie fait bien les choses, hein? On Ouais, le dit ouais. pas, mais c'est vrai. Donc, le matin à 9 heures, j'étais chez des avocats, en fait, en train de regarder qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là. Puis, à 4 heures le soir, je coiffais chez Euphorique. Tu sais, c'est un message texte qui m'a fait rentrer là. J'étais comme, Karine, ça va plus. Puis, quand je suis arrivée chez Euphorique, dans le fond, c'était tellement déjà un beau salon et tout. Mais moi, j'avais quand même la fibre. Je voulais bâtir, je voulais me construire toute seule. J'avais comme ce besoin-là super fort. Puis, j'y avais dit, je vais rester 1 an. Puis je vais travailler vraiment fort. Je vais pas partir avec aucune de tes collègues. Je vais pas partir avec ta clientèle. Je vais faire mes choses. Est-ce que tu me permets de le faire dans ton environnement? Sinon, je comprendrais puis je vais me trouver un autre salon pour le faire. Fait que, elle me dit oui, même que je vendais du café au salon pour financer mon futur salon de coiffeur. J'ai fait du porte-à-porte. Et ça, c'est tellement gênant, là. Je me suis acheté, OK, un inventaire de café. Il y en avait partout dans la maison. Puis, c'était les gars de Dokyo dans le temps, qui c'était comme du café un peu pour faire des campagnes de financement, là. Et je faisais du porte-à-porte, puis là, je racontais aux gens mon histoire, que je voulais mon salon de coiffeur, puis tu sais, j'étais endettée à ce moment-là, là. Tu sais, j'avais une super grosse dette, puis je me suis séparée d'un autre conjoint. Ça l'allait pas, là. Moi, je l'ai appelé mon année tsunami quand je suis arrivée chez Euphorique. Tu sais, c'est comme, j'avais perdu ma maison, mon entreprise, mon chum, puis j'étais super endettée. Retourne chez les parents. Un autre coup d'ambition, ça, dans ma vie aussi, quand même, d'avoir à se reconstruire un peu, tu sais. Ouais. Donc, des fois, on dirait que dans la vie, tu arrives à une étape, puis t'es juste comme, this is it. Genre, je suis là, c'est beau, mais non, c'est jamais ça. Puis il faut pas que ça soit ça parce que personnellement, je trouve ça plate quand c'est ça. Fait que, au fil du temps, 1 an s'est transformé en 2 puis 3. Puis là, je me suis mis à me rendre compte que un salon dans une carrière, c'est comme pas assez, on dirait, pour être prête à lancer son propre salon. Je me sentais juste bien, en fait, au salon aussi. Tu sais, j'aimais Euphorique. Puis là, je voulais plus copier. Tu sais, honnêtement, si j'avais fait un autre salon, je l'aurais juste copié. Fait que j'étais comme en mode, j'avais pas envie de faire ça. Puis je donnais des formations pour Olaplex, pour plein de compagnies. Fait que ça restait comme ça. Puis finalement, Karine, elle m'a proposé d'acheter. Fait que ça, c'était... Elle voulait quitter ou elle voulait une partenaire d'affaires? Ben, ça, c'est comme nébuleux, mais pas tant nébuleux, mais elle voulait vendre. Elle avait besoin de vendre, en fait, là. Parce elle m'avait déjà proposé d'être partenaire, mais moi, avec mon autre expérience passée, j'en voulais pas. Tu sais, je voulais vraiment, puis on dirait que, tu sais, dans des relations passées aussi, j'étais blessée. On dirait que je voulais plus aucune partenaire. Puis je commence à être détraumatisée de ça. Puis peut-être un jour vouloir m'associer à certaines personnes. Puis en fait, là, je sais que je le désire dans l'avenir sincèrement. Fait que ce que j'avais aucunement envie avant, là. Avant, j'étais comme, je suis toute seule, là. Fallait que je me reconstruise. Ouais, je peux imaginer, ouais. Exact. Donc, c'est ça. Puis là, les démarches ont commencé. On est en quelle année au moment où finalement Karine t'offre d'acheter l'Euphorique? Puis à ce stade-là aussi, c'est quoi l'ampleur de l'entreprise? Parce que c'était pas ce que c'est en ce moment, là. C'était pas 15 stylistes. Exact. Ben à ce moment-là, il faut savoir que c'était un salon d'esthétique et de coiffure. Okay. Donc, on était sur 2 étages. Le 2e étage, c'était de l'esthétique, puis en bas, c'était de la coiffure. À ce moment-là, on était 4 ou 5 stylistes. Puis là, ça commençait à grossir. Là, on s'en est comme 7-8 stylistes à peu près. Okay. Là. La moitié de ce qu'il y a en ce moment, dans le fond. Exactement. Mais je dirais qu'avec le temps, là, on a grossi, on a redescendu. Puis là, on est presque au même nombre que quand j'ai finalement acheté. OK. Oui, c'est juste qu'on a quadruplé le chiffre d'affaires. OK. Ça, c'est intéressant quand même. Là. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis même moi, des fois, je me l'explique mal. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a eu l'augmentation des coûts de la vie, sincèrement, mais il y a eu une belle ascension là, en fait, quand j'ai acheté, il y avait 4 chaises. Puis, bien vite, je me suis rendu compte que l'esthétique, c'était pas pour moi gérer ça. Là. Okay. Ben, en fait, c'est que j'aime pas connaître mon sujet. Ouais. Fait que là, une cliente m'appelait, le facial, j'ai pas tant trippé, ma peau est plus rouge, j'avais aucune idée quoi y dire, puis je trouvais que c'était trop d'informations pour ma petite tête aussi. Puis honnêtement, j'avais pas de passion pour ça. Oui, je comprends. Ouais, clairement, tu es une fille passionnée, tu as besoin de vibrer sur ce que tu fais pour continuer le projet. C'est le feeling que j'ai en te parlant, en tout cas. Là. Ah oui, 100%. Là. Sinon, on dirait que ma face est différente même. Là. C'est comme, ça ne fonctionne pas. Puis là, je voyais qu'en bas, ça avait le goût de grossir. Là. On manquait de chaises, on manquait d'espace.
Donc, après mon achat, en fait, qui s'est passé en 2019, janvier 2019, là, 6 mois plus tard, on a défoncé le deuxième étage. On a décidé d'enlever la section esthétique puis de faire 4 autres postes de coiffeur. OK. Fait que là, vous avez comme doublé votre nombre de chaises. Exactement. C'est là qu'on a aussi à peu près, on était rendu là une dizaine environ à ce moment-là. Puis c'est ça. C'est sûr que là, ça a été une transition plus difficile au niveau de l'esthétique parce que là, c'était comme de leur dire, ben ça va être terminé. Tu sais, dans le fond, là, il restait une petite cabine plus loin, mais tu sais, c'était comme ça l'allait plus. Là. Puis si je suis 100% transparente, c'était tellement pas rentable que tu sais, c'était difficile aussi de continuer, là. Ben oui, c'est ça, c'est une entreprise. Exact. Faut qu'il y ait de la rentabilité. Ben, c'est important parce qu'à la fin de la journée, tu sais, nous, les humains, on a besoin d'air pour respirer. Ben, les business, ils ont besoin d'argent pour respirer parce que sinon, tu peux pas accomplir aucun projet. Fait que ça m'a pris du temps aussi de le comprendre. Mais bref, pour l'esthétique, ça a été ça. Puis là, tranquillement, pas vite, avec le deuxième étage, c'est là qu'on s'est mis à vraiment croître rapidement. Et c'est là que la COVID est arrivée. Dans le fond, parce qu'on était comme janvier 2019, là, mettons, en juin, j'ai pris la décision qu'on faisait des nouveaux postes. Au mois d'août, les travaux étaient terminés, puis j'engageais des nouvelles personnes. Puis en mars, on fermait pour la première fois. 2020. Wow! Quelle période! Oui, quelle période, vraiment. Période d'adaptation, période dont je me sens même pas remise encore, là, si je suis 100% transparente. Tu sais, les up and down, c'est comme jamais à quoi t'attendre dans ta journée. C'est des prises de décision qui sont beaucoup jugées aussi dans cette période-là, que je me suis pas rendu compte à quel point c'était difficile quand j'étais dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de décisions qui sont jugées? Ben, par exemple, au début, c'était est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on reste ouvert? Ouais. Puis là, tu avais, mettons, une partie de l'équipe super hypocondriaque, on ferme, on ferme, on ferme. Tu as l'autre équipe qui veut travailler, veut travailler, veut travailler. Là, c'est là que tout l'aspect humain a pris un dessus vraiment intense parce que c'était des valeurs profondes qui ressortaient. Tu sais, c'était des choix, autant la vaccination, tout, c'était des sujets intenses, c'était des sujets chauds. Est-ce que j'ai assez lavé le poste de travail? Est-ce que tout le monde suit la procédure correctement? Parce que moi, j'ai peur. Tu sais, c'était très bizarre comme climat. Tu sais, c'était un climat où tout le monde se regardait un peu, puis qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision, elle et tout. On devient méfiant envers des gens qui, d'habitude, avec qui on a un super bon contact, puis tout d'un coup, il y a une méfiance parce que la peur pour notre santé, c'est comme pas mal dans les top peurs, là, tu sais. Ben oui, puis on connaissait pas, tu sais. Tous les facteurs d'anxiété, il y en a 5, je pense, puis il y en a un qui est de pas contrôler. Ben là, on est en plein là-dedans, là. Ben oui, surtout que ça n'arrêtait pas de changer, puis on obtenait des nouvelles informations, puis oh mon Dieu, ça réorientait les façons de faire, puis Exact. Puis je me souviens, tu sais, 2 jours avant de réouvrir le 1er juin 2020, nous, on a été fermés 3 mois. Puis la première journée avant de réouvrir, là, on savait même pas c'était quoi les vraies procédures gouvernementales. Puis on allait l'apprendre aux nouvelles la veille. Donc là, je me souviens de mon équipe qui me disait, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi? Mais j'avais, tu sais, c'était jusqu'à la dernière minute. Faites-moi confiance, on y va, let's go. Tu sais, mais honnêtement, je savais pas ce que je faisais, là. Puis, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû juste le nommer, la gang, je sais pas ce que je fais plus que vous, là. Comme, au lieu de, tu sais, on dirait que je voulais avoir l'air forte un peu, là, tu sais, je voulais avoir l'air d'avoir mes... Oui, c'est ça, tu sais, je voulais avoir l'air, comme on dit, d'avoir mes shit together, là, mais je les avais pas, là. Mais est-ce que tu as senti que ça faisait quand même le bon effet? Est-ce que tu as senti que ça apaisait les membres de ton équipe ou? Certaines, oui, certaines, non. Tu sais, il y en a qui ont lâché le domaine. Après ça, nous, on forme beaucoup la relève. Donc, je considère qu'on a eu quand même un taux de roulement élevé. Mais on maintient un taux de roulement de 15% par année. OK. Tu sais, fait que je considère que c'est correct. Tu sais, dans l'industrie de la coiffure, on parle de 25 à 30% par année. Par rapport à votre industrie, c'est quand même bien. Un bon taux, oui, c'est ça. Exact. Puis là, plus tu grossis, plus tu as un taux de roulement. Mais tu sais, c'est sûr que moi, mon rêve, c'est d'être à 5, genre. Tu sais, 5-7%, là, je serais heureuse. Là. Ah ouais, une rétention exceptionnelle. Là. Exact, c'est ce que j'aimerais. Tu sais, là, on a une bonne rétention, mais on n'a pas une rétention exceptionnelle. Fait que
Ça, c'est à travailler dans l'avenir. Mais dans une situation comme ça, où la vie change, il y a certaines personnes, c'est ça, qui ont changé de carrière, qui ont changé de salon aussi. Fait que là, ça a attiré beaucoup de nouveaux coiffeurs qui étaient peu heureux dans leur milieu. Beaucoup de gens se questionnaient. Beaucoup, beaucoup. Fait que là, ça a fait en sorte que beaucoup de coiffeurs se sont joints à nous. C'est là qu'on est monté jusqu'à 20. Puis même le top, je pense qu'on était 23. Mais là, à ce moment-là, là, où vous êtes 20 ou 23 employés, hein, Ouais. c'est ça que ça veut dire, vous étiez dans le précédent salon? Parce que là, encore là, j'ai aucune idée si les gens qui nous écoutent savent tout où est le salon euphorique, mais en ce moment, c'est dans le même genre de centre commercial. C'est pas un centre commercial, comment on appelle ça? Ben, c'est un peu un centre commercial, là, mais extérieur. Tu sais, tu peux extérieur, pas rentrer dedans. ouais, Ça s'appelle les Tourelles. C'est ça. Fait que c'est au même côté de l'autre côté, puis c'est beaucoup plus grand, là. Oui, on a triplé de grosseur, là. Mais vous étiez au précédent salon avec les 20, 23. Oui, exact. C'est beaucoup pour l'espace. Ah non, mais c'était le chaos, là. C'était le chaos total. Puis nous, notre modèle d'affaires, c'est que tu n'as pas de chaise attitrée. Oui. Mais quand tu arrives le matin, tu as un chiffre de 8 à 3 puis un chiffre de 3 à 9. Fait que c'est super, c'est vraiment génial. Mais quand tu es 23, c'est vraiment irréaliste. Là. On était 23, mais on était 18 coiffeurs. On avait des gens à l'école qui étaient là de soir, des réceptionnistes, tout ça. Mais honnêtement, c'était désagréable. Puis là, j'ai commencé à magasiner les locaux. OK. C'est ça qui a fait en sorte que tu t'es dit qu'il fallait que tu grossisses le salon. Ben oui, c'était tellement pas vivable. Puis là, je regardais, je me comparais à des salons à Montréal, mettons Max Gourg. Il était 10 coiffeurs dans 4000 pieds carrés. Nous, on était 23 employés, mettons 18 coiffeurs dans 1400 pieds carrés. Oh mon Dieu! C'était une souricière, là. Mon pied carré, il était rentabilisé à fond, mais c'était tellement désagréable parce que, mettons que tu arrivais pour ton chiffre à 3 heures puis que l'autre coiffeur n'avait pas terminé, là. Ouais. C'était le même avec ton petit plateau. Où est-ce que je me place? Hey, les clientes, là, je pense que j'ai déjà coiffé une cliente dans la toilette. Ben non. Quasiment, là. Tu sais, comme, je me souviens quand on était. Puis ça a été le problème, en fait, tout le long que j'ai été dans ce local-là. Je me souviens d'une fois où j'étais au 2e étage, il y avait des bâches, du gyps partout. J'étais sur une chaise, genre de camping, en train de coiffer une de mes clientes parce qu'il n'y avait plus de place en bas. Tu sais, la coiffure, ça a toujours comme explosé. Il manquait de place, là. Puis ça, je suis tellement grateful de mon équipe qui sont restés là-dedans. C'est le bordel. Mais c'est comme si, je sais pas comment le dire. Moi, je sentais que c'était le bordel, mais c'était pour aller vers mieux. Mais justement, je te devance peut-être que tu allais en parler, mais à ce moment-là où toi, tu as vraiment l'air d'avoir senti des irritants, est-ce que tu as eu vent ou est-ce que tu as senti que pour ton équipe aussi, c'était irritant? Parce que, tu sais, moi, j'ai été cliente à ce salon-là depuis plusieurs années, tu sais, avant que vous déménagiez. J'ai jamais rien soupçonné, mettons. Mais ça, c'est vraiment génial. Je l'ai jamais senti, j'ai toujours été satisfaite. Est-ce que les employés aussi trouvaient ça difficile de travailler dans un milieu de travail comme trop serré, peut-être moins bien adapté? Est-ce que tu en entendais parler? Ça créait-tu des frictions? Ça créait des énormes frictions, là. OK, énorme, OK. Ben oui, je pense que, tu sais, mettons, d'après moi, mon 5 à 7 je l'aurais atteint si ça n'avait pas été de ça, là, dans le sens où, mais c'était pas agréable. Imagine ta cliente attend, puis tu sais même pas où est-ce que tu vas travailler, puis il est 3h10, c'est 5, puis elle n'a pas fini encore de sécher, mettons, là. Et on sortait carrément là, des chaises, tu sais, des petites chaises canaques, là, d'un party de famille. C'est ça qu'on sortait pour aller se brancher à des espèces de rallonges un peu partout dans le salon. Il y avait des clientes juste partout, là. Fait que c'était une ambiance qui était super chaotique dans un moment incertain. Fait que, mais là, ce que je me rends compte, c'est que les irritants, il y en a toujours. C'est vrai. La différence, c'est que là, on avait des irritants avec une mission. S'en aller vers un plus beau, plus gros salon. Oui. Fait que ça motive, ça garde engagé parce qu'on sait qu'on travaille pour quelque chose, il y a un objectif au bout. Exactement. Puis tu sais, on travaillait vers cette mission-là, on s'en allait vers notre beau gros salon. Puis j'en ai visité des locales, là. J'ai amené des girls du salon avec moi. Il y a des bails qui n'ont pas fonctionné. Il y a tu sais, il y a même un local que j'étais à ça de signer. J'ai fait mon party d'été, j'ai fait visiter toute l'équipe. J'ai encore les photos de mon équipe à ce moment-là dans ce local-là. Finalement, quand j'ai reçu les frais,
Parce que, tu sais, tu as un coût au pied carré, puis tu as les frais à côté. Ouais. Là, c'était quasiment le double le loyer de ce que je payais, où est-ce que j'étais. Donc là, c'était plus possible financièrement. Puis, écoute, ça m'a mis à terre, là. Tout le Fallait monde que a visité. Tout le monde avait visité au mois Ah, d'août, ouais. c'était prévu pour le mois de mai. Puis là, on est en janvier, puis je reçois les documents, puis je suis de même. Non, ça le fera pas, là. C'est beaucoup trop cher, là. Fait que c'est ça. Fait qu'à cet été-là, ça m'a pris quand même 18 mois de trouver mon local. Ah, quand même, hein, ouais. Ouais. Puis c'est là que l'épicerie en face de où est-ce qu'on est présentement est partie. Puis là, j'ai tout de suite appelé mon propriétaire, puis là, on a entamé les démarches de négociation. Puis ça s'est fait. On est déménagé en décembre 2023. OK. Fait que ça, c'est combien de temps? C'est comme 2-3 ans après avoir pensé Ouais. déménager au départ? Non, parce que 2019, 2020, là, c'est là que tout le monde s'est comme collé à nous. Tu sais, 2020, 2021. Là, fin 2021, c'était le Cambodge, puis j'ai commencé à magasiner pour début 2023. Fait que, tu sais, disons que fin 2023 plutôt. Donc, non. Ah non, on est déménagé en décembre 2022. OK, c'est plutôt que tu pensais. Oui, c'est plutôt que je pensais. Mais tu sais, c'est parce que tu as janvier puis décembre, là. Mais non, c'est ça, oui. j'essaie de me figurer dans le temps, mais oui, effectivement. Fait que ça a pris peut-être, c'est ça, 1 an et demi entre les négociations de local puis le déménagement final, là. Puis, tu sais, tu viens de me dire, ça m'a fait penser à deux choses quand tu as dit, à ce moment-là, ben, que tu réalisais qu'il y avait des irritants tout le temps, peu importe le milieu de travail, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Puis c'est un fait, c'est vrai, ça se peut pas un endroit parfait, là. Mais tu disais que tu avais réalisé que quand tu étais dans l'autre local, le plus petit, les irritants, ils étaient comme, ben, c'est ce que j'ai compris, plus tolérables parce que vous aviez une mission qui vous animait. Puis si je lis entre les lignes, tu avais l'air d'avoir comme emmené tes employés avec toi, tu les avais impliqués dans ce projet-là, ils se sentaient personnellement interpellés. Ben oui, parce qu'en termes de rentabilité, on va se le dire, là, moi, je suis une propriétaire d'entreprise qui roule à plein dans un 1400 pieds carrés, là. Comme, of course que je serais, tu sais, que tu restes là, puis tu continues de rouler là-dessus, puis c'est pas grave, mais là, c'était vraiment désagréable, tu sais. Ouais. Puis nous, on le sentait pour la clientèle, on le sentait pour l'équipe aussi. Puis moi, je suis une personne qui aime faire grandir les gens. Tu sais, j'aime ça voir les gens grandir, mais là, comment tu fais dans un tout petit environnement comme ça? Fait que c'est un environnement que je voulais créer pour eux. Tu sais, parce que, ben oui, parce que tu sais, quand tu arrives en entrepreneuriat, la première chose qu'ils te disent quand tu as un prêt, c'est OK, il faut que tu te dégages du temps pour travailler sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Ouais. Et puis, combien de fois je me suis fait dire, Camille, tu travailles trop dans l'entreprise, tu es trop dans l'entreprise, tu n'es pas sur l'entreprise. Puis là, j'essayais de me dégager de ça, tu sais, mais en restant petit comme ça. Dire, travailler dans l'entreprise étant comme tu continues d'être styliste toi-même? Soit styliste ou, mettons, je ferais des chiffres de réception, peu importe. Okay. Ça, c'est travailler dans l'entreprise au quotidien puis de rapporter un revenu récurrent. Travailler sur ton entreprise, c'est exemple, dans mes journées de gestion présentement, ben, je fais tous les objectifs pour l'année. Dans mes journées que je travaille sur l'entreprise, on va préparer les promotions. Je vais engager des nouvelles personnes. Fait que là, c'est que tu travailles sur agrandir ton entreprise et non juste travailler dans ton entreprise. Oui, je comprends très bien. Ça prend ce rôle-là. Mais là, c'est parce que toi, dans le fond, j'ai-tu manqué un bout ou tu as toujours été dans ton histoire toute seule à faire et le travail sur l'entreprise et la gestion de l'équipe? 100%. C'est tout récent, là. Mais parce que là, c'est pas ça. Non, là, c'est plus ça. Mais comment tu as fait toutes ces années-là pour gérer? Tu parles d'une équipe de plus ou moins entre 15 et 20 personnes à plusieurs moments. Puis tu parles de gérer un déménagement, de faire grossir l'entreprise. Tu dormais pas, tu travaillais la nuit. Comment tu as fait? Honnêtement, là, tu sais, j'y repense, là, depuis que j'ai mon équipe qui prend soin de mon équipe, puis j'en ai aucune idée. Mais tu sais, on parle de taux de rétention, là. Si j'avais investi plutôt dans une équipe comme ça, on s'entend que j'en aurais probablement gardé plus parce que moi, demande-moi pas une date de fête, là. Tu sais, je sais même pas la date de fête de ma mère. Je suis pas une personne. Moi, je suis une personne qui avance, je suis une fille de terrain, je suis une fille d'action. Si tu veux vivre l'action, colle-toi sur moi, tu vas en avoir. Mais je suis pas une personne caring. Tu sais, on parle de, tu sais, mettons, là, juste dans mon rôle de mère, là. Tu sais, moi, je suis pas devenue comme, oh, mon petit bébé, tout ça. Non, ça me fait comme, oh, plein de projets. Mais c'est un peu ça. Tu sais,
je suis vraiment, je suis pas une maman, tu sais, comme toute. Fait que c'est un peu la même chose dans mon rôle au salon, dans le sens où je prends soin en prenant des actions. Je comprends. Puis c'est comme mon love language. Tu sais, que le salon est bien. Un beau love language. Ben c'est oui. Cool. C'est bien aussi être dans le concret. Tu sais, les employés peuvent se fier sur tes paroles. Ils savent que ça va avancer, que ça va bouger pour vrai, que ça va pas juste être des paroles en l'air. Exact. Des fois, ça prend du temps. Par contre, là. Ben, c'est sûr qu'on est seul pour faire tout en même temps. On peut pas tout faire le même jour. Ben, c'est un peu ça. Puis, tu sais, mettons, les imprévus, je pense juste au local. Combien de fois j'étais comme, ça y est, on l'a. Tu sais, comme, Ouais. Puis finalement, non. Tu sais, il y a des fois où j'aurais dû, tu sais, dis rien. Dis donc rien. Promets rien, là. Tu sais, parce que, oui, c'est pas signé tant que c'est pas signé. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Par contre, je pense que c'est excitant quand même d'être dans une start-up qui apprend. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment dans la transparence avec mon équipe, puis je leur dis souvent, hey, merci, tu sais que moi, j'ai pas de formation là-dedans, puis je te remercie de me laisser apprendre. T'sais, en tant que gestionnaire, tu veux dire? Oui, en tant que gestionnaire, tu sais. Ouais. Puis moi, je sais que je suis pas une bonne gestionnaire. C'est ça que j'ai appris avec le temps. Parce que tu as des gens qui sont entrepreneurs, puis tu as des gens qui sont bons gestionnaires. Oui. Moi, la gestion du quotidien, je l'ai pas. Puis tout. Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement, là? Qu'est-ce qui t'a fait apprendre ça de toi? Ben, les oublis constants. Tu sais, des petits détails sont importants. Ils sont vraiment importants. Puis moi, il faut que je m'entoure de personnes qui aiment les petits détails parce que moi, je fonce. Ouais. Donc, si je m'attarde aux détails, dans ma tête, j'avance pas, puis je suis malheureuse aussi comme humain, là. Parce que. Ouais, fait que c'est très important. Ben, c'est ça, tu sais. Puis dans une entreprise, ben, tu as plein de petits détails qu'il faut absolument prendre soin, mais moi, j'en prenais pas soin. Tu sais, on parle des dates de fête. Aussi, Nono, que j'oubliais une fête sur 3. Mais là, quand t'es 20, là, puis tout le monde a eu son bas de fête, puis toi, t'es chez vous le matin, puis t'as pas ton message texte de Camille, avec qui tu travailles à tous les jours, ça peut faire de la peine aux gens, là. Ben oui, je comprends. Ouais, ça peut 100% faire de la peine, puis, tu sais, moi, je suis une personne qui arrive constamment en retard. OK. Mettons, je mettais des rencontres employées, puis là, je pouvais dépasser de 15-20 minutes avec une parce que j'étais dans une discussion, mais l'autre, elle attend, là. Tu sais, puis l'autre pourrait se sentir pas importante. Tu sais, c'est important de faire sentir les gens importants puis d'être dans le moment, mais d'être clair sur, OK, aujourd'hui, on a 30 minutes pour notre rencontre. Aujourd'hui, on a 45 minutes pour notre rencontre. Mais c'est des apprentissages que j'ai fait sur le tas, là. Oui, je comprends. Puis c'est pas mal la meilleure manière. On apprend à la dure, mais on apprend encore plus vite dans ce temps-là. Mais comment tu faisais pour. Parce que j'imagine que tu t'attendais à ce que tes employés ne soient pas en retard, soient ponctuels. Comment tu fais pour comme attendre quelque chose d'une équipe, puis que toi, tu es conscient que c'est un défi pour toi, mettons? Comment tu gérais ça? Je le gère toujours pas aujourd'hui. Honnêtement, là, si je suis 100% transparente, ils appellent ça, Chloé, avec qui je co-anime le podcast, a dit qu'elle a eu un cours sur les styles de leadership. Puis moi, je suis la leader rebelle, OK? Donc, la leader rebelle, c'est celle qui est devenue leader parce qu'elle n'écoutait jamais les règles. OK. C'est intéressant. Et c'est très vrai, là. Tu sais, tu demanderas à Karine, l'ancienne propriétaire du salon, je me souviens que elle voulait que tout le monde fasse sa part de ménage égale, puis moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Fait que toi, je coupe des cheveux 100 heures semaine, c'est moi qui fais vivre le salon. Tu ne me feras pas faire du ménage égal à tout le monde. Toi, tu trouvais que tu méritais ton congé de ménage, là. Ben oui, j'ai voyé les autres assis dans le backcourt, puis moi, je venais de finir un 12 heures, puis là, il fallait que je me tape du ménage en finissant. Pour moi, ça faisait aucun bon sens. Je le nommais, je le disais, je n'étais pas gérable, là. Oh mon Dieu, mais c'est tellement. Mais tu as vraiment une personnalité fascinante. Ben, non, mais c'est évident que c'est ça qui t'a emmené où tu es là, là. Exact. C'est juste que. Là. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, c'est clair. Non, mais là, après ça, là, quand quelqu'un arrive un peu en retard, mais tu fais des magnifiques cheveux à une cliente. Ouais. C'est peut-être un irritant pour quelqu'un que la personne arrive en retard. T'as-tu vu le sourire de la cliente? T'as-tu vu comment c'est beau ce qu'elle a réalisé? Ouais. Fait que, là, après ça, c'est vraiment, puis ça, c'est un travail que je fais depuis peut-être les 6-8 derniers mois de break down ça, puis de vraiment faire, tu sais, puis c'est dur de mettre des mots sur tes vraies valeurs profondes, là. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai envie d'être guidée sur mes valeurs, fait que là, le travail que je fais, c'est comme,
OK, c'est quoi qui est dans mes valeurs? Puis, je me force vraiment à, si j'exige quelque chose de mon équipe, maintenant, je dois absolument le faire. Par contre, définitivement, j'ai une beaucoup plus haute tolérance parce que je me vois en ces filles-là que j'ai engagées qui, des fois, sont pas parfaites. Des fois, il arrive des petits pépins, qui ont envie d'être rebelles, qui ont envie de dire ça, Camille, pour moi, ça fait pas de sens. Puis pour moi, je trouve ça beau, ça. Parce que je me reconnecte à ça. Par contre, c'est un sacré défi après ça de rallier une équipe quand tout le monde est important puis quand l'opinion de tout le monde est valide. Fait que j'apprends beaucoup à m'affirmer depuis les derniers mois, là. C'est quoi pour toi t'affirmer? Qu'est-ce que tu as en tête? Parce que justement, là, j'essaie de le voir dans le concret, comment ça peut se passer quand, justement, tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est une super belle qualité de gestion qui peut être mise à profit, tu sais, de donner de l'importance puis une voix aux membres de ton équipe, de vouloir les entendre, d'être empathique à ce qu'ils sont puis à ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Mais comment tu le mets en pratique après ça pour prendre des décisions qui sont uniformes puis qui sont justement, tu sais, dont l'application est égale pour tout le monde, que c'est équitable? J'essaie de le voir comment tu le fais. Puis là, c'est quoi la nuance avec aujourd'hui que tu dis que tu mets tes limites? C'est-tu ça, justement? Tu as comme établi des balises? Ben, en fait, là, je suis dans la première étape de mettre mes limites, mais tu sais, ce que tu viens de nommer là, je l'ai nommé hier à une consultante. On commence avec une firme RH Sismic qui commandite le podcast. OK. Ils nous ont fait des capsules là, sur Startup, une fois ou 2 semaines, des capsules RH. Puis là, j'ai appelé Christina, j'étais comme, je sais pas comment je vais faire, là. Tu sais, j'ai un fort TDAH, j'ai une équipe avec des forts TDAH, on est tous à peu près dyslexiques, mais c'est ça qui fait notre succès. Fait que là, comment on met ça en lumière puis qu'on s'entoure de bonnes personnes puis mais je pense que pour moi, en tout cas dans ma personnalité, ça prend une mission. Ouais. C'est comme si l'année passée, là, on a atteint un plateau où on l'avait notre gros salon. On avait une belle grosse clientèle, ça continuait de rouler, là. On avait d'autres mondes qui se joignaient à l'équipe. Puis là, c'était comme une roue, qui tournait. Ouais. Les insatisfactions, puis ci, puis ça, puis ça m'a mené carrément au burn-out. Là. Si je suis 100% transparente, en octobre l'année passée, j'ai breaké, là. Genre, il y a un matin, il y a le fils à mon chum qui m'a fait une crise, puis il voulait pas aller à l'école. Puis ce matin-là, j'ai fait ma journée, puis le lendemain matin, je me suis levée, puis j'ai pleuré pendant 2 semaines non-stop, là. C'est comme si c'était too much, là. OK, t'as frappé ton mur. Ah ouais, là. Mon mur solide de je veux tellement donner une voix à tout le monde qu'à 10 heures le soir, quelqu'un m'écrit, je peux-tu t'appeler? Oui, parfait, let's go, on organise ça. Mais, tu sais, encore une fois, moi, je suis une fille de vision puis je suis une fille d'action. Si tu m'appelles pour un irritant, je veux laisser la place à ça. Je trouve ça vraiment important, mais je suis pas la bonne personne pour le faire puis c'est ce que j'ai appris. Parce que je peux être un peu jugeante. C'est dans le sens où si tu m'appelles parce que le balai de l'autre n'est pas passé à 10 heures le soir, je vais t'écouter parce que c'est donc ça qu'on s'attend d'une gestionnaire. Mais dans mon ressenti, je suis comme, passe-les donc le balai. En va me coucher, tu sais. Ouais. D'accepter que moi, je serais peut-être pas la leader bienveillante, douce et accueillante de style maman. C'est comme une grosse, c'est quelque chose à assumer, en fait, mais il faut que tu mettes les gens en place autour de toi pour faire pour jouer ce rôle-là. Oui, ça. Parce qu'il est très important. Tu sais, de faire le ménage au fur et à mesure de comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis plus que tu fais ces petits ménages-là rapidement, ça devient moins gros. Tu sais, ça devient plus des grosses histoires ou des gens qui quittent le navire aussi, là. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Puis quand je te ramène en arrière, ça fait 2 fois que je veux te le demander, puis là, tu viens de me dire quelque chose qui me l'a fait penser. Tantôt, tu as parlé de ça prend une mission pour. Ben, tu l'as pas dit comme ça, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est la mission rend plus tolérable les irritants parce qu'on sait qu'on s'en va quelque part. Je dis ça parce que tu as fait référence à le salon était trop petit, il y avait des irritants clairement, mais tout le monde était ensemble, sentiment d'appartenance autour d'un projet commun. C'était motivant, c'est stimulant, vous en alliez quelque part. Puis là, tu as redit par 2 fois, ça prend une mission. Puis là, je me demandais si ce que tu voulais dire, c'est que là, en ce moment, tu étais comme en recherche d'une nouvelle mission, vu que vous avez comme le salon. Tu sais, si tu veux-tu dire qu'il y a eu un manque quand vous avez acquis le salon, vous avez atteint l'objectif, là, il n'y en avait plus de vision plus loin, tu sais? Bien, 100%. Oui. Bien,
Puis, tu sais, ça, c'est réfléchi peut-être un an plus tard, tu sais, de tout ça. Mais, tu sais, l'année passée, à pareille date, ben, tu sais, premièrement, quand on a déménagé le salon, c'est là qu'on a parti le podcast, moi puis Chloé. Je me cherchais une mentor d'affaires parce qu'un peu ce que tu parlais tantôt, tu sais, comment tu peux exiger quelque chose de ton équipe si toi, t'es pas là. Ouais. Mais là, tu veux que ton équipe le fasse. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont des entreprises, puis j'étais comme, tu sais, un podcast, c'est comme l'occasion d'apprendre, puis de discuter, puis de voir d'autres histoires, puis de partager. Puis aussi, il y a quand même un effet de... Tu sais, moi, depuis que je suis toute petite, je baigne juste dans la coiffure. Tu sais, je connais rien d'autre, là. Fait que je sentais que je manquais de connaissances, en fait. Fait que l'an passé, je me suis donné la mission d'acquérir des connaissances, puis c'est ce qui m'a gardé up-to-date. Mais dans mon entreprise, j'avoue que je m'éteignais parce que là, je n'avais plus de mission. Ça roulait. Ouais, là, Ça allait bien, puis là, ça allait bien, c'est ça. oui, puis c'était comme un film qui tournait, parler de ménage avec l'équipe, parler de ci, parler de ça, puis là, la clientèle, puis je suis comme, tu sais, pour moi, parler de ménage, c'est insignifiant. C'est plus fort que moi, puis ça, je peux le nommer à mon équipe aussi. Je suis comme, c'est important de le faire une fois de temps en temps, mais là, pour moi, c'était comme si c'était un film qui revenait des mêmes irritants, mais sans la mission, puis j'étais comme, ça va pas, là. Fait que je suis allée chercher des connaissances par le podcast et tout, pour finalement que à la fin de l'année, je sois brûlée complètement, là, tu sais. Oui, c'est ça, ce que tu disais, là, que tu as été en arrêt complètement. Oui, parce que, tu sais, ben, quand on a déménagé le salon, j'ai aussi déménagé de maison. Donc, j'ai fait l'achat d'une maison et d'un bébé chien. En plus d'avoir un chum qui a commencé à travailler à l'extérieur. Donc, je m'occupais de toute la maison, les enfants, le bébé chien, le déménagement de l'entreprise. Fait qu'à la fin de cette année-là, j'étais juste essoufflée, là. Puis de fait, hein, c'est comprenable. Exact. Quand je regarde ça avec du recul, c'est zéro réaliste, mais je pense que ça m'a pris ça. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir vécu, là. C'est là que moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Entre Chefs PME. Je sais pas si tu connais un peu. Non, je connais pas, mais c'est super intéressant. C'est quoi? C'est comme vous échangez? C'est un peu du coaching? Ou... Exactement, mais c'est un groupe, c'est un club privé, là, carrément, là, tu sais. OK. Le groupe te passe en entrevue. Tu sais, moi, je suis avec des gens qui sont ensemble dans notre cocon de 6 personnes depuis 10 ans, là. OK, mon Dieu. Puis, ils te matchent avec des gens qui ont des entreprises de ta grosseur, avec le même nombre d'employés, puis tout ça. Puis, moi, c'était surtout qu'ils m'ont matché avec des gens qui vivaient avec des familles. Donc, des entrepreneurs avec des enfants à peu près du même âge. Tu sais, entreprises à peu près la même grosseur, mais il y en a des plus grosses. Moi, je suis une des plus petites, tu sais, qui commence tranquillement pas vite à grossir. Puis, c'est vraiment, tout est confidentiel, ce qui se dit là-bas et tout. Fait que ça c'est arrivé dans ma vie... ben, c'est ça, l'an passé aussi, ouais, à ce moment-là. Puis là, c'est là aussi où je me suis décollée de la coiffure, que j'ai regardé mon entreprise plus d'une manière entrepreneuriale, travailler plus sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Fait que je me souviens plus où je m'en allais avec Entrechef. Ah oui, eux, ils ont des services, puis ils m'ont matché avec une psychologue du travail. OK. Ça, c'est, excuse-moi, au moment de ton burn-out à peu près? Oui, oui. OK, OK. C'est 100% en lien. C'est là que j'ai appelé Entrechef PME puis qui m'ont matché avec ma psychologue que j'ai en ce moment. Puis c'est une psychologue du travail spécialisée en ressources humaines. OK, c'était super précis. C'était vraiment une pointe ce que tu avais besoin, là. Ah ouais, vraiment, là. Puis tu sais, on fait encore des rencontres à ce jour régulièrement, puis c'est super précieux tout ce que j'apprends, là. Ouais. Tu sais, c'est con, là, mais c'est en octobre, puis là, on est en juin, puis je suis même plus la même personne, on dirait. Tu sais, tellement j'ai appris à me connaître dans ma gestion, puis dans mon équipe, puis tout ça, puis tu sais, de reconnaître ses forces puis ses faiblesses, je pense que c'est primordial. Mais des fois, ça te prend de l'aide puis du recul, tu sais. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, puis c'est une question que je t'aurais posée, tu sais, comment tu t'organisais pour avoir un réseau, justement, tu sais, avec tous les chapeaux que tu portes, puis que tu les as tous appris sur le tas, comme tu dis. Comment tu t'organisais pour avoir un réseau, justement, du soutien, puis des conseils, puis tout, mais finalement, tu es hyper, à ce jour, entourée, là. Ah ouais, vraiment, là. Avec le podcast où tu rencontres des entrepreneurs, avec ta psychologue, comment tu appelles ça? Entre-chefs PME. Nous autres, on appelle ça le club. Là, fait que, mon club serré, on se parle de tout là-dedans. Là, il n'y a pas de non-dit. Puis,
Puis c'est là où j'ai découvert plus. Tu sais, ça a commencé par le podcast. Bien, ça a commencé premièrement par mes clientes entrepreneurs. Avec qui tu parlais de tes Ouais. enjeux, j'imagine, oui. Oui, puis ils vivaient souvent les mêmes dans d'autres industries. C'est là que ça a comme commencé à semer une petite graine en moi. Puis, tu sais, j'ai des clientes qui m'inspirent tellement, là, tu sais, qui ont bâti des belles grosses entreprises, qui me racontent toutes, là. Tu sais, sur une chaise de coiffeur, tu racontes vraiment ta vie au complet. Fait que, que ce soit les enjeux avec l'équipe, le conjoint, les associés. Fait que c'est eux qui ont commencé à me donner envie de discuter avec plus d'entrepreneurs. C'est eux qui m'ont parlé de l'école entrepreneurship de Beauce. Tu sais, ça, c'est un de mes rêves de faire une cohorte là-dedans. Tu sais, comme c'est eux qui ont commencé tranquillement pas vite à m'allumer là-dessus. Ouais. Par la suite, le podcast, ensuite Entre Chefs, pour finir chez la psy. Mais sérieusement, moi, je suis de l'école de pensée que tout le monde qui peut se permettre un psychologue, je parle financièrement parlant, parce que ça a un coût, c'est pas tout le monde qui a des assurances, puis c'est vraiment pas donné. Mais je pense que tout le monde qui peut se le permettre, c'est un privilège qu'on devrait honorer, puis à long terme, là. Il y a des périodes où le besoin est criant, mais il y a aussi des périodes où le besoin n'est pas criant. Mais je veux dire, il n'y a personne qui peut trop grandir, trop travailler sur lui, là. On a tout le temps de nouvelles occasions, tu sais, d'ouvrir la discussion avec le ou la psychologue, puis d'évoluer, puis d'apprendre sur nous. Puis c'est ça qui améliore les relations, c'est ça qui améliore le collègue de travail qu'on est. En tout cas, vendu, fait que... Ah, tu sais, moi, c'est ma deuxième thérapie, tu sais, puis la première, c'était pour me trouver un chum. Puis moi, je suis genre, je le dis à tout le monde, là, allez-y, là, genre, j'ai quasiment une pancarte sur le bord du chemin, là, comme ça, en thérapie, tu sais, parce que t'évolues rapidement aussi. Aussi, oui. Tu sais, t'attireras pas des gens non plus, je sais pas comment le dire sans avoir l'air, mais ton entreprise, ça sera jamais plus grande que toi. Hey, c'est beau ce que tu dis, j'ai jamais entendu cette phrase-là. Oui. Tu sais, c'est. Ton entreprise n'est jamais plus grande que toi. Non, si tu arrêtes d'évoluer, ton entreprise va arrêter d'évoluer, puis les gens autour de toi aussi. Puis moi, c'est ma responsabilité que les gens autour de moi évoluent. C'est ma responsabilité que mon entreprise évolue pour créer des emplois plus hauts pour les gens qui continuent d'être avec moi. Tu sais, pour les gens qui se collent à moi, j'ai envie qu'ils continuent d'évoluer, là. Autant mon fils, mon chum, mes amis, tout le monde. Fait que tu peux pas. Tu sais, en fait, c'est ça. Ce qui se passe autour de toi ne pourra pas évoluer si toi, tu n'évolues pas, tu sais. Oui, c'est beau, je comprends, j'aime ça. Puis, je veux absolument pas oublier j'ai l'impression d'avoir poursuivi un objectif depuis le début puis de toujours le ramener. L'histoire de la motivation, l'objectif. Est-ce que tu l'as trouvé, le prochain step? J'ai trouvé quelques prochains steps intéressants, vraiment. Mais j'ai pas encore mis le doigt dessus. Si je suis 100% transparente, là, un step aussi gros que le déménagement, aussi rassembleur, aussi comme... Ouais, en fait, j'ai trouvé des steps, mais j'ai pas trouvé le step qui va rassembler ma gang encore. Parce que là, tu considères que ta gang n'est pas aussi rassemblée que tu aimerais? Non, mais j'ai jamais senti qu'elle était aussi... Tu sais, les clientes l'ont senti, on l'a senti à un moment donné, mais moi, personnellement, je l'ai jamais senti parce que je faisais toujours le ménage des irritants. Que les clients puis les autres ne savent pas puis ne voient pas. Oui. Puis ça aussi, c'est un travail que je fais de voir le beau parce que, exemple, tes coiffeurs, là, c'est dopamine à côté. Là. Tu coiffes quelqu'un, waouh, c'est beau, t'es la meilleure, merci, merci, merci. Moi, je pensais que ça serait un peu ça, là. Tu sais, moi, j'ai vécu dans les patrons, genre, qui nous faisaient faire leur propre ménage, leurs affaires, tu sais, comme, tu sais, j'ai connu des patrons qui n'avaient pas de Moses de bon sens, un coiffeur qui criait sur les coiffeurs, carrément. Fait que moi, je pensais arriver là avec une cape de super-héros comme les clientes qui se faisaient faire des mèches pas belles, là, mais c'est vraiment pas ça du tout, la réalité. Fait que je me suis retrouvée à me faire parler de tout ce qui allait pas bien. Ouais. Puis moi, j'étais comme, c'est ma job, c'est correct, let's go. Parlez-moi, dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qui va pas. Puis même chose avec les clients. Tu sais, moi, je me retrouvais avec les clients qui trouvaient ça trop bruyant. Je me retrouvais, c'est pas les clients qui étaient bien, puis heureux, puis contents, qui vont dire hey, c'est plein, mais let's go, lâche pas. Tu sais, c'est minime comparé aux clients qui disent ben moi, je reviens plus, c'est trop bruyant. Quand est-ce qu'il n'y a plus de coiffe? Tu sais, comme c'est toujours un peu ça mon travail. Fait que là, c'est d'être réaliste aussi dans quand je deviens trop
tout va mal, là, parce que tout le monde me parle de juste les petits problèmes. Je suis une personne tellement qui se nourrit de positif puis qui est positive naturellement, ce qui m'aide à faire ce travail-là. Mais dans ma personne, puis comment je peux me nourrir pour nourrir les autres, ben il faut absolument que je me garde des points positifs dans mon travail au quotidien pour être capable de les absorber, tu sais. Oui, je comprends. Oui, puis j'étais en train de me demander, tu sais, tu as dit que tu n'étais pas comme ni la personne, ni la gestionnaire de type hyper bienveillant, accueillant. Ben, moi, je sens pas que tu l'es pas nécessairement, mais que c'était pas ça qui te définit, mettons. Non. Mais c'est surprenant, vu ça, que tu attires beaucoup les confidences malgré tout. Tu sais, comme les gens doivent forcément te sentir ouverte puis disposée à les écouter parce que tu es en train de me dire que tes employés puis tes clients se confient à toi puis te racontent leurs irritants. Ça dit quand même quelque chose de beau, si on veut. Ben T'sais, vraiment. ils ont l'impression qu'ils peuvent se confier à toi puis qu'ils vont être accueillis. Exact. Puis tu sais, ça, c'est un gros privilège, là. Ouais. Tu sais, c'est pas rare qu'on est dans. Moi, je suis comme la personne, tu m'amènes dans une nouvelle gang, puis il y a quelqu'un qui va me pogner à la salle de bain pour me raconter sa vie au complet, là. Tu sais, je sais pas si tu vois un peu le genre, là. Je suis exactement la même personne, puis des fois, ça devient lourd, hein? Exact. Ça a toujours été un petit peu ça. Je pense que c'est peut-être Ouais. mon. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me stresse non plus. Fait que c'est sûr que si tu vis un stress, je suis une bonne personne à qui en parler parce que je peux quand même te calm down assez vite, là. Ouais, tu vas pas le prendre puis le partager avec la personne, là. Ben non, pas du tout. Peut-être après, mais je vais pas le dire. Ouais. Ouais, puis ça va avec aussi ton côté qui s'est donné comme mission d'être forte pour les autres, puis d'être forte pour ton fils, puis je vais m'occuper de ça, je prends en charge les affaires, tu sais, les gens se sentent pris en charge, puis ça les rassure, fait qu'ils ils se mettent automatiquement sous ton aile sans que tu les demander. C'est ça, puis je suis comme, oh non, shit. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, mais c'est cool, c'est super intéressant, puis je suis comme, comment je dirais, on dirait que je suis impressionnée. Merci, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit tantôt, mais ta personnalité est vraiment comme particulière dans le bon sens. Comme c'est écrit dans le ciel que c'est des gens de même qui font le parcours que tu as fait, tu sais. Ah, ben merci, je le prends en tout cas, dans le sens où. Ouais, c'est remarquable. Ça te fait sentir un peu tout seul d'être. Puis, tu sais, tous les entrepreneurs vont dire ça, là. C'est tout le monde, en fait, qui. Tu sais, tous les gens qui ont envie de se dépasser plus puis de faire plus de projets, parce que là, je dis le mot entrepreneur comme si je le glorifiais, mais aussitôt que tu prends des projets puis que tu les amènes plus loin, ça prend un petit quelque chose dans ta personnalité, tu sais. T'as raison. Ça prend le petit plus, ça prend le petit « OK, moi, j'ai du guts, mais on dérange ». Puis moi, c'est ça que j'ai appris, que j'étais plus naïve avant. C'est mon plus gros apprentissage, tu sais. Moi, avant, je dérangeais, mais je m'en rendais pas compte. C'est juste qu'en achetant un salon, là, je me suis rendu compte que ça pouvait déranger, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, en tout cas, wow, j'ai adoré notre rencontre. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Hey, ça fait plaisir.